Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Rec Session de Lumix. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session, cette fois-ci non seulement sur les produits mais également les technologies. On va surtout parler hybride, à la fois en photo et en vidéo. Aujourd'hui avec nous, Olivier Lavielle, qui est un de nos ambassadeurs photographes, qui photographie surtout des images aux États-Unis, fan des États-Unis, fan des photos vintage comme vous pouvez le voir à l'écran. Bonjour Olivier. Bonjour Mathilde, bonjour tout le monde. Avec nous également Romain Sarret qui est vidéaste, qui est ambassadeur Lumix également depuis plusieurs années, qui tourne au GH, notamment GH5, et puis désormais également au plein format S1, S5. Bonjour Romain. Salut Mathilde, salut Olive, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je vous le disais, aujourd'hui on va parler de technologie hybride, à la fois en photo et en vidéo. Lumix est dans le monde de l'hybride depuis plus de 10 ans maintenant. En 2008, Lumix a donc introduit pour la première fois sur le marché un hybride avec un format micro 4 tiers sur le G1. Le G1, qui était donc le premier hybride sur le marché, a été suivi 2 ans plus tard du G2. Le G2 pour la partie photo plutôt en hybride avec le premier hybride tactile et également sur la même année le GH2 pour la partie vidéo, le premier hybride à tourner en Full HD en 60i. On suivit plusieurs boîtiers dans les années suivantes, notamment en dernier lieu avec le GH4 qui a été le premier hybride à tourner en 4K, qui fait aujourd'hui d'ailleurs la renommée de la série GH, et puis suivi 2 ans plus tard par le G80. Le G80 à la fois photo et vidéo qui a introduit des nouvelles technologies dont nous reparlerons juste après, notamment la double stabilisation et la tropicalisation, qui est la résistance aux différents éléments, que ce soit la pluie, le vent, la poussière, etc. Il y a maintenant 3 ans, nos 2 boîtiers haut de gamme en micro 4 tiers sont sortis sur le marché. Le G9 en photo, le premier hybride à avoir un autofocus ultra rapide à 0,04 secondes en micro 4 tiers. Et de la même manière, le GH5 est sorti également, successeur du GH4 renommé à l'époque, le premier hybride à tourner en 4K 60p ainsi qu'en 422 10 bits en 30p. En 2019, Lumix a décidé de s'investir dans le monde du plein format également, avec sa gamme Lumix S cette fois. Les S1 et S1R sont donc sortis en 2019. Le S1 hybride photo-vidéo, le S1R pour de la photo haute résolution. Et ces 2 boîtiers ont été suivis du S1H, qui est un boîtier beaucoup plus vidéo professionnel cinéma, qui a d'ailleurs été doté de la certification Netflix. Cette année, il y a 2 mois à peine, est sorti le S5, notre dernier boîtier plein format de la gamme, pour avoir un capteur dans un boîtier beaucoup plus compact et léger. On parle de ces 2 gammes parce que vous avez une différence qui est importante, qui est évidemment la différence de capteur. Les Lumix G que vous voyez à l'image du GH5 à droite sont en capteur micro 4 tiers, les Lumix S, S5 à gauche sont en capteur plein format. Alors finalement, quels sont les avantages de ces 2 capteurs, plein format et micro 4 tiers ? Eh bien, le premier point important, c'est la sensibilité. La gestion de la basse lumière va être différente en micro 4 tiers et en plein format. Pourquoi ? Sur un capteur plein format, vous avez un capteur qui est donc plus grand. Qui dit capteur plus grand, dit également des photosites à nombre de milliers de pixels égal sur le capteur qui sont plus grands. Qui dit photosite plus grand, dit également une gestion de la lumière qui est reçue par chaque photosite plus importante, plus performante. Cette gestion est donc native sur un capteur plein format, c'est naturel. En revanche, sur un capteur micro 4 tiers, la gestion va être différente. Chez Lumix, nous avons décidé d'optimiser cette gestion de la basse lumière par un capteur micro 4 tiers grâce à des technologies dont nous parlerons juste après, mais grâce également aux optiques, puisque sur ce type de capteur, on va avoir tendance à choisir des optiques qui vont être beaucoup plus lumineuses pour pouvoir compenser la taille du capteur. Vous pouvez donc découvrir à l'image une photo prise en basse lumière avec un capteur plein format. Elle a été prise au S1. Donc là, vous voyez vraiment toute la capacité du capteur plein format à gérer la basse lumière. Pour autant, vous allez découvrir à l'écran une image capturée cette fois-ci au GH5S en basse lumière également, puisque là on est complètement de nuit et on a simplement l'éclairage des lampadaires. Et vous voyez que la basse lumière est également très bien gérée. Je vous explique après pourquoi. Le deuxième point important
dans la différenciation entre un capteur plein format et un capteur micro 4 tiers, c'est ce qu'on appelle le bokeh. C'est simplement la profondeur de champ, le flou d'arrière-plan. La profondeur de champ sur un capteur plein format va être beaucoup plus réduite, c'est-à-dire que je vais avoir une zone de netteté qui va être très réduite, très faible. Je vais donc avoir un flou d'arrière-plan qui va être très large, à contrario. Ça peut être un avantage dans certains cas, notamment la photo de portrait. En revanche, méfiez-vous, puisque sur un capteur plein format, la profondeur de champ est tellement réduite que si ma mise au point n'est pas précisément faite à l'endroit où je le souhaite, eh bien je peux avoir l'œil qui est flou et à contrario, mon bout du nez qui va être net. Donc attention avec le capteur plein format, et c'est là que le capteur micro 4 tiers a un avantage, puisque grâce à une profondeur de champ qui est finalement un peu moins réduite, vous allez avoir aussi moins de risques de manquer votre portrait. Vous allez découvrir justement une photo prise au Lumix G qui montre quand même qu'on a une belle profondeur de champ. Vous voyez un flou d'arrière-plan qui reste très artistique avec un piqué qui est assez exceptionnel quand même sur les lèvres. Vous voyez, on peut compter le nombre de cheveux, le nombre de sourcils sur le mannequin. Donc on a quand même un portrait qui reste très artistique avec du micro 4 tiers. En plein format de l'autre côté, vous allez découvrir un autre portrait, pris cette fois-ci donc avec un capteur plein format, ici le S1, et vous voyez que la mise au point est faite de façon ultra précise sur la pupille de la jeune femme. En revanche, méfiance, vous voyez que déjà les derniers cils des yeux sont flous. Donc si la mise au point n'est pas faite exactement à l'endroit où vous le souhaitez, attention à ce capteur. La dernière grosse différence entre un capteur plein format et un capteur micro 4 tiers, c'est l'équipement. L'équipement, pas seulement dans les boîtiers, puisque ici on compare un GH5 et un S5 qui sont tous les deux de la même taille, du même format, du même poids. En revanche, l'écosystème optique va être différent. En plein format, vous allez avoir, de par la taille du capteur, des optiques qui vont être également plus grandes, un peu plus imposantes, que sur le micro 4 tiers où on va avoir un écosystème qui va être beaucoup plus léger et compact. Vous le voyez à l'écran, on a comparé deux écosystèmes d'optiques qui sont les mêmes. On a de chaque côté une optique fixe pour le portrait, un zoom grand angle, un zoom standard et un téléobjectif sur les focales équivalentes. Et vous voyez que la taille des optiques n'est pas la même. La taille des optiques et le poids n'est pas le même non plus, puisque les deux boîtiers font exactement le même poids et j'ai 1 kg de différence entre mes deux systèmes. Hormis la taille et le poids de mon système, le budget est lié également à la taille du capteur. Je vais avoir un budget qui va être différent selon le système. Et donc, j'ai vraiment deux systèmes qui sont adaptés à des utilisations différentes selon vos besoins. Et ça, c'est à vous de choisir. Cependant, quelque chose à garder en tête, les boîtiers, les optiques chez Lumix, que ce soit en plein format ou en micro 4 tiers, ont cette même capacité de robustesse. Et pour la majorité de nos optiques et de nos boîtiers, de tropicalisation, puisque ce sont des boîtiers et des optiques qui sont résistants à l'eau, à la poussière et également au gel. Olivier, tu utilises à la fois du micro 4 tiers et du plein format dans ta gamme Lumix. Comment tu utilises ces deux systèmes? Alors effectivement, j'utilise les deux boîtiers indépendamment l'un de l'autre ou en complément de l'un de l'autre. Il se trouve que les photographes doivent savoir travailler avec leur boîtier comme les artisans travaillent avec leurs outils. Le boîtier est un outil qui doit permettre de travailler la bonne photo au bon moment. Le micro 4 tiers, il a des avantages que le plein format n'a pas. Par exemple, il a un crop factor x2, plus ou moins, ce qui me permet de pouvoir travailler par exemple avec un 100-400 équivalent 200-800 mm. Personne ne travaille avec un 800 mm en plein format parce que d'abord ça coûte trop cher et puis c'est trop lourd donc on ne peut pas le manœuvrer, alors que le 800 mm, l'équivalent 800 mm du micro 4 tiers, il est grand comme ça. C'est hyper pratique pour faire de l'animalier, c'est aussi hyper pratique pour faire du sportif. Le micro 4 tiers, il a aussi un autre avantage que le plein format n'a pas, c'est une rafale
absolument démentiel. On arrive sur des rafales à 60 images par seconde avec le G9 par exemple. Et il n'y a aucun boîtier plein format qui arrive à ce genre de rafale. Et donc pour faire du sportif, c'est topissime. Voilà pourquoi j'utilise le micro 4 tiers et pourquoi je n'utilise pas le plein format dans ces conditions-là. Maintenant, le plein format, il a des avantages que le micro 4 tiers n'a pas. Hein, c'est que par exemple, les photosites étant plus grands sur un capteur de plein format, eh bien on a une meilleure gestion des basses luminosités. Donc pour la street photographie, c'est topissime de pouvoir se trimballer avec un plein format quand par hasard, eh bien comme à Hong Kong, on aime travailler cette ville la nuit, eh bien évidemment on choisira plus facilement l'outil plein format pour aller chercher justement des meilleures gestions de basse luminosité. Donc à chaque photographie son outil et à chaque boîtier photographique et à chaque capteur sa destination pour le travail artisanal que représente la photographie. Merci Olivier. Romain, j'aimerais avoir également ton retour de filmmaker cette fois sur cette utilisation des deux systèmes, micro 4 tiers, plein format. Toi aussi, tu utilises les deux. Comment tu fais la différence dans ton utilisation finalement? Est-ce qu'ils sont complémentaires pour toi? Alors oui, clairement, on a deux écosystèmes qui sont complètement différents entre les GH et les S de par la taille du capteur, mais qui sont également complémentaires. Pourquoi? Justement, c'est lié à la taille du capteur. D'un côté, vous avez les GH qui ont un petit capteur avec le micro 4 tiers, et de l'autre côté, vous avez les Lumix S, donc S1, S1H, S5, qui vont être en capteur plein format, full frame, 24-36, et donc chaque boîtier a ses avantages et inconvénients. Donc je prends un exemple, si jamais je dois filmer une chorégraphie de danseur, clairement ce que je vais prendre c'est le GH5. Pourquoi? Parce que l'avantage du petit capteur, ça va être d'avoir une profondeur de champ qui est très grande. L'avantage d'avoir une grande profondeur de champ dans ce genre de cas-là, c'est que si vous avez 2 lignes ou 3 lignes de danseurs, eh bien vous aurez votre zone de netteté qui est très étendue et sans pour autant fermer trop le diaph, et donc ça va vous amener comme possibilité d'avoir tous les danseurs qui sont nets, ce qui n'est pas rien, et donc du coup c'est dans ce cas là que je vais prendre le GH5 qui est petit et compact, donc je vais pouvoir le mettre sur le stabilisateur, et qui est puissant, on sait qu'il fait le 4,2 bits en plus, mais clairement je continuerai à prendre mon GH5 pour ce genre de cas là, et dans d'autres cas bien évidemment, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Et ensuite après, si on parle des Lumix S avec le grand capteur, le capteur plein format, là à l'inverse on va avoir une zone de netteté et donc une profondeur de champ qui va être réduite, qui va être courte. Donc ça va être dans le cas où on cherche un effet de bokeh qui est prononcé, un flou d'arrière-plan comme on dit, qui est très marqué. Et donc si par exemple on veut faire de la fiction, si on veut faire de l'interview, si on veut donner un effet ciné-look comme on dit, on va avoir tendance à basculer sur ce genre de boîtier là. Mais n'oublions pas que c'est possible évidemment de le faire sur un GH, mais avec des objets qui ouvrent fort, donc du 0,95, du 1,4, voilà. Tandis que sur un plein format, vous allez avoir la possibilité de le faire rapidement sur même des objets à 2,8, f4, vous l'aurez très rapidement. Et bien évidemment, sur un grand capteur, sur un full frame, vous avez en plus les photosites, donc les capteurs, les puits de lumière qui sont plus gros que sur le petit capteur. Et donc dans ce cas, vous avez des meilleures capacités en basse lumière. Donc clairement, si vous avez du run and gun avec peu de lumière, vous allez prendre un Lumix S. Alors maintenant, on va passer aux technologies Lumix, puisque c'est le thème principal aujourd'hui. Lumix a été précurseur dans beaucoup de technologies, à la fois en photo et en vidéo, dont la première dont nous allons parler aujourd'hui, la double stabilisation. La double stabilisation a été introduite dans le GX8 en 2015. Comment elle fonctionne? Vous avez tout simplement la stabilisation du capteur et celle de l'optique qui viennent fonctionner en symbiose et qui viennent se synchroniser pour pouvoir compenser vos mouvements, notamment dans des prises de vue à main levée. Comment ça se traduit dans la réalité? Eh bien, ça peut vous servir par exemple si vous êtes en voiture sur, imaginons, une route rocailleuse. La voiture tremble, votre main tremble, le boîtier tremble, les mouvements sont compensés pour que vous puissiez avoir une image totalement nette grâce à la double stabilisation. De la même manière, en basse lumière, vous avez souvent du risque de flou de bouger. Encore une fois, la double stabilisation compense. Et puis, en téléobjectif, lorsque je suis avec des longues focales, plus je vais utiliser des focales longues et plus je vais avoir ce même risque de flou de bouger. Là aussi, la double stabilisation vous sera utile pour compenser. Exemple typique, je suis ici sur le circuit de MotoGP, le Grand Prix de MotoGP au Qatar. Ici, vous êtes sur un circuit qui fonctionne de nuit, donc vous êtes sur un shooting de nuit éclairé simplement par les projecteurs du circuit. Et pour autant, vous voyez qu'avec une longue focale, dans des conditions qui sont quand même extrêmement difficiles,
J'ai le moindre détail de la combinaison et je peux même apercevoir ce qui apparaît sur le compteur de la moto. Autre exemple, j'ai ici une photo qui est prise à Hong Kong en basse lumière, à main levée. Et d'ailleurs, Olivier, tu vas nous dire comment tu as pu prendre cette photo en pleine nuit puisque tu utilises la double stabilisation qui t'a sans doute été très utile ici. Alors j'aimerais avoir ton retour sur ton expérience. Alors c'est une bonne question, en plus cette photo je l'adore, elle représente très bien ce que j'aime faire en dehors des États-Unis, c'est-à-dire de la street photographie. Et là on est à Hong Kong, c'est une ville qui vit très bien la nuit, beaucoup plus que la journée, et donc c'est une ville que j'aime photographier la nuit. Donc là j'ai besoin, comme je le disais tout à l'heure, de mon plein format pour pouvoir aller saisir le plus de lumière possible, mais parfois, eh bien, saisir de la lumière avec de bons photosites, une bonne ouverture, eh bien c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir une stabilisation qui permettent de descendre sur des vitesses d'obturation qui sont plus faibles. Voilà. Et donc là, typiquement, on est sur une photo que je suis allé chercher grâce à la double stab à main levée. Et encore, elle n'est pas si significative que ça parce que je pourrais vous montrer d'autres photos que j'ai faites qui sont encore plus significatives de l'utilité d'une double stabilisation. J'étais l'autre jour dans un avion entre le Canada et l'Europe et on a eu la chance de survoler le pôle Nord. Et là, on a vu apparaître une magnifique aurore boréale. Et c'est très compliqué de faire des photos dans les avions parce que vous savez que les avions, toujours avec la densité de l'air, etc., je ne vais pas vous faire un cours sur l'aviation, eh bien ça bouge, ça tremble, etc., etc. Et malheureusement, si vous voulez capter vraiment l'essence d'une aurore boréale, vous êtes obligé de le faire avec une pause longue, ce qu'on appelle une pause longue. Alors là, j'étais à 4 secondes. Avachi au-dessus du pylône, c'est-à-dire l'endroit où il y a la manette des gaz, de chaque côté on trouve les pilotes, vous voyez, donc le pylône c'est l'endroit du milieu du cockpit, voilà. Avachi sur le pylône, avec un pied sur le pylône, et puis la main tendue, l'appareil photo posé sur le tableau de bord pour essayer de coller l'objectif à la vitre au pare-brise, de telle manière de ne pas avoir de reflet, etc., etc. On voit toutes les conneries que vous connaissez vous, en tant que photographe, toutes ces petites choses qui vous irritent. Donc vous êtes obligé de coller l'objectif sur la vitre, etc. Donc j'étais déjà moi-même pas vraiment dans une position de trépied, pas très stable, vous voyez, puis en plus de ça, l'avion fait à peu près ce qu'il veut. Eh bien, avec la double stabilisation et mon S1, j'ai réussi à taper une photo de l'aurore boréale qui est complètement nette avec la courbure de la planète Terre, les étoiles derrière et cette magnifique aurore boréale. Voilà ce qu'on peut faire avec une très très bonne stabilisation et cette très très bonne stabilisation, je l'ai trouvée que sur les boîtiers Lumix. Voilà, donc ça me permet de faire ça, ça me permet de faire de la street photographie, de pouvoir à main levée comme ça aller taper une photo où je veux, quand je veux. Rajoutez à ça la détection de visage, rétine, etc., etc. Et vous avez une arme de destruction massive qui vous permet de ne rater aucune photo. Aujourd'hui, disons qu'avant, je regardais toutes mes photos puis je choisissais la moins mauvaise. Aujourd'hui, je regarde toutes mes photos et je suis en mesure de choisir la meilleure, sachant qu'elles sont toutes réussies. Donc voilà à quoi ça sert et ce que ça permet de faire. Ça permet de travailler plus vite, plus efficacement. Donc merci d'avoir posé la question parce que c'est quelque chose que je n'ai de cesse de dire aux gens. Achetez un boîtier parfaitement stabilisé parce que vous ferez des choses qui vous emmèneront beaucoup plus loin. Merci Olivier. Deuxième fonction, en photo toujours, le mode haute résolution. Le mode haute résolution vous permet de prendre ce type d'image très détaillée, notamment sur des photos citadines où ça devient très impressionnant. Comment ça fonctionne? Eh bien, le mode haute résolution va utiliser la fonctionnalité de double stabilisation justement, qui permet d'avoir un mouvement du capteur. Ce léger mouvement de capteur va faire en sorte de prendre 8 images différentes via le boîtier, ce qui va vous permettre, une fois les photos compilées directement par le boîtier, vous n'avez rien à faire, d'obtenir une image en haute résolution. Alors, haute résolution, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, sur le G9 en micro 4 tiers avec un capteur à 20 millions de pixels, une image à 80 millions de pixels. De la même manière, vous avez un S5 qui va monter à 96 millions de pixels et même un S1R nativement à 47 millions de pixels qui va vous obtenir des images à 187 millions de pixels. À quoi ça me sert dans la réalité? Ça me sert si je souhaite tirer des photos en grand format de mes images. Ça vous sert également à pouvoir zoomer, à pouvoir cropper dans vos images. Ici, vous avez un exemple pris par Annie Griffiths au Grand Canyon, aux USA. Je peux zoomer dans l'image et obtenir tout le détail de mes photos. Deuxième exemple, photo prise en intérieur cette fois par Ludwig Fabre. Je peux aller voir les personnes qui se cachent derrière les vitres de la salle de spectacle. Cette fonction
marche aussi bien en intérieur de jour, mais aussi de nuit. Alors évidemment, je le précise, c'est une fonction qui s'utilise sur trépied pour éviter tout flou de bouger lors de la prise des 8 photos différentes par le capteur. Mais vous avez quand même 2 modes différents qui vous permettent de compenser le flou de bouger lorsque vous avez un risque, par exemple, d'avoir du vent dans les arbres sur votre image. Cette troisième image, donc un exemple cette fois-ci de nuit, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Visez, regardez bien la grande roue qui est dans la partie basse de l'image. Vous allez pouvoir aller lire le nom de l'enseigne qui est directement à côté sur le bâtiment. Olivier, cette image de Hong Kong, c'est toi qui l'as prise. Là, on est de nuit, on arrive à lire carrément l'enseigne qui est sur le bâtiment. C'est quand même assez impressionnant. Toi, tu utilises ce mode haute résolution. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience ? Alors oui, tout à fait, cette photo a été prise à Hong Kong avec le mode haute résolution du S1R. Donc là, on est sur 187 millions de pixels. Mais cette photo est une photo qui vient d'une série de photos, c'est-à-dire à peu près 12 photos différentes que j'ai assemblées en panorama. Et quand vous assemblez une dizaine de photos de 187 millions de pixels, vous arrivez à un panorama qui a l'équivalent plus ou moins, parce que vous savez qu'il va falloir cropper un peu en dessous une fois que vous l'aurez assemblé, qui est plus ou moins de 1,5 milliards de pixels. Vous imaginez le délire que c'est de pouvoir faire ce genre de travail avec ce mode haute résolution. Alors moi je fais beaucoup de photos d'art, c'est-à-dire des photos qui ont vocation à être placées dans des galeries et mes clients aiment bien avoir des très grandes impressions de ces photos. Donc du coup, eh bien, le mode haute résolution me permet de pouvoir leur offrir les agrandissements qu'ils veulent et même les agrandissements les plus fantastiques puisque finalement avec 187 millions de pixels avec le S1R, vous pouvez aller sur des impressions que vous pouvez mettre sur Times Square à l'aise blaise, d'accord ? Et puis, puisque vous vous posez la question et que vous avez vu tout à l'heure qu'il y a dans le G9 un mode à 80 millions de pixels, eh bien oui, on peut faire de la photo d'art avec un micro 4 tiers puisque le mode haute résolution eh bien, du G9, qui est un micro 4 tiers, m'a permis de faire une série qui s'appelle Americana, qui est dédiée à l'American Way of Life. Enfin, si vous cherchez un peu sur Internet, vous trouverez. Eh bien, toute cette série a été faite avec un micro 4 tiers. Elle est actuellement en vente dans les galeries Yellow Corner à travers le monde. Le capteur ne m'empêche pas de travailler de la photo d'art, d'accord, la taille du capteur, donc je peux travailler de la photo d'art avec ces modes haute résolution, aussi bien avec du plein format qu'avec du micro 4 tiers. Je n'ai pas de limite, vous voyez, voilà. Donc là, 185 millions de pixels, 189 pardon millions de pixels, c'est quand même une résolution complètement faux-folle avec laquelle vous pouvez vous permettre les plus fantastiques, photographies. Voilà, un panorama à plus de 1 milliard de pixels, vous imaginez? Et puis si j'avais voulu prendre 20 photos, j'aurais fait 2 milliards de pixels si j'avais voulu. Merci Olivier. Alors jusqu'ici on a parlé photo. Eh bien parlons maintenant vidéo. Lumix a toujours été précurseur dans la vidéo, à la fois en micro 4 tiers et en plein format. En micro 4 tiers, les derniers boîtiers sortis ont été le GH5 et le GH5S. Le GH5 qui a été le premier hybride à filmer en 4K 60p et en 4.2 10 bits, je le disais tout à l'heure, et le GH5S qui a été le premier à filmer en cinéma 4K en 60p. En plein format, Lumix a souhaité continuer ses évolutions et a souhaité continuer d'être précurseur dans la vidéo, avec les S1 et S1R qui ont été les premiers boîtiers plein format, premiers hybrides plein format à filmer en 4K 60p, et le S1H qui a été le premier hybride plein format à filmer en 6K, en 24p, ce qui lui a valu d'ailleurs la certification Netflix dont je vous parlais tout à l'heure. Grâce à ces boîtiers notamment, Lumix possède aujourd'hui la gamme la plus large d'appareils hybrides au monde avec un temps d'enregistrement illimité, à la fois avec les produits vidéo plein format, mais également les GH5, GH5S en micro 4 tiers. Si j'ajoute le G9 dans cette gamme, nous avons également la gamme la plus large d'appareils hybrides au monde également, avec un enregistrement en 4K 10 bits. Donc on a vraiment chez Lumix la volonté d'aller toujours plus loin dans les capacités vidéo, et notamment dans les capacités vidéo en basse lumière. J'en parlais tout à l'heure lors de la différence entre un plein format et un micro 4 tiers et leur gestion de la basse lumière. Eh bien, dans le micro 4 tiers notamment, même si cette fonction est aussi disponible dans les pleins formats, la gestion de la lumière va se faire plus facilement, va être facilitée par la fonction du double ISO natif. Le double ISO natif, c'est simplement 2 circuits qui vont vous permettre de gérer votre basse lumière de façon optimale.
Pour vous expliquer dans les détails comment cela fonctionne, je vous laisse avec Laurent, notre formateur expert chez Panasonic. Merci Mathilde. Alors pour bien comprendre ce que c'est que le double ISO, il faut d'abord savoir une chose. Par construction, tous les appareils photo du monde ne sont conçus pour ne travailler qu'à une seule et unique valeur ISO. Tout le reste, c'est artificiel. Pour bien comprendre, on va faire une comparaison avec un objet du quotidien, en l'occurrence un ampli de guitare. Cet ampli de guitare, il a une puissance donnée, disons 10 watts. Si je veux avoir plus de puissance, c'est possible. Je vais aller pousser le petit bouton de gain qu'on va trouver sur cet ampli. Ça va me donner une puissance audio bien plus élevée. La contrepartie, c'est que le son va saturer. Et bien en photo, c'est exactement la même chose. Quand vous allez vouloir travailler à une valeur ISO plus élevée que celle pour laquelle l'appareil a été conçu, le signal, donc l'image, va saturer, ce qui va engendrer ce qu'on appelle du bruit sur l'image, quelque chose qui n'est vraiment pas très joli, soyons honnêtes. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi de faire chez Lumix? On a trouvé une solution plutôt maligne. L'idée, c'est de travailler avec deux circuits ISO totalement indépendants l'un de l'autre, et donc à deux valeurs ISO différentes. Un premier circuit bas, qui va être conçu pour travailler avec des fortes lumières, et un deuxième circuit élevé, qui va être conçu pour travailler dans des conditions de lumière plus difficiles, des conditions de lumière plus sombres. Le système va choisir automatiquement le circuit le plus adapté aux conditions de lumière ambiante. C'est-à-dire que si vous êtes en extérieur, on va passer automatiquement sur le circuit bas, et dès qu'on va atteindre une certaine valeur ISO maximum, on va basculer sur le deuxième circuit, ce qui va avoir comme conséquence plutôt intéressante de faire retomber ce fameux niveau de bruit au plus bas, et donc d'améliorer grandement la qualité d'image dans des conditions de lumière difficiles. Alors, autre chose intéressante à savoir, c'est qu'en fonction des appareils et surtout en fonction des profils d'image, les valeurs ISO élevées et basses sont différentes. Je prends l'exemple sur un S5, quand vous faites de la vidéo en log par exemple, la valeur ISO basse est à 640 ISO, alors que la valeur ISO élevée est à 4000 ISO. Je répète, ça veut dire qu'à 4000 ISO, vous n'avez absolument pas de bruit dans l'image. Grâce à ce système, vous allez pouvoir capturer vos images avec une très grande richesse de couleurs, même dans des conditions de lumière difficiles. En effet, vu que vous avez un deuxième circuit qui permet de capturer l'image sans bruit, même dans des conditions de lumière assez sombres, ça veut dire que vous n'aurez pas de bruit chromatique. Bruit chromatique, c'est une dégradation de l'image au niveau des couleurs. Donc très belle colorimétrie, même en basse lumière. Deuxièmement, encore une fois, vous pouvez monter les ISO, donc ça veut dire qu'en opposition, vous pouvez fermer le diaphragme, augmenter votre profondeur de champ et donc avoir une zone de netteté plus grande, même dans des conditions de lumière difficiles où normalement vous auriez ouvert au maximum votre diaphragme. Et troisièmement, et c'est même plutôt là la raison première de ce système, la qualité d'image en basse lumière. Même dans des conditions de lumière très sombres, vous allez avoir une qualité d'image extraordinaire. Ce système double ISO, vous allez le retrouver sur différents boîtiers. On va le retrouver sur les séries S, S5, S1, S1H. Sur les micro 4 tiers GH5S et BGH1, attention, une particularité sur les BGH1, GH5S, S1H et bientôt le S1, vous allez même pouvoir choisir le circuit que vous allez privilégier, c'est-à-dire que vous aurez le choix de mettre soit en automatique, soit en manuel ce système. Merci Laurent. Alors vous le voyez à l'écran justement, un exemple supplémentaire qui vous permet de comprendre les apports de cette fonction dans vos shoots en basse lumière. Donc ici on est sur un boîtier dont les deux circuits d'ISO natifs sont avec un départ à 400 ISO, en tout cas optimisés l'un sur 400 ISO et l'autre sur 2500 ISO. Vous le voyez, lorsque je fais ma montée en ISO, je vais récupérer de plus en plus de bruit dans l'image. On commence à le voir apparaître à partir de 1600 ISO. Et lorsque je passe à 2500 ISO, eh bien, j'ai le peu de bruit qui commençait à apparaître qui disparaît et je retrouve une image qui est parfaitement propre. Pour comprendre tous les apports de cette fonction et découvrir ce qu'il est possible d'obtenir comme image avec cette fonctionnalité, je vous laisse découvrir tout de suite une vidéo qui a été tournée par le S1 à Hong Kong par Romain Sarret. A tout de suite.
Romain, on vient de découvrir ta vidéo qui est assez exceptionnelle en basse lumière justement, et on comprend tout le challenge de la basse lumière en vidéo dans ce type de contenu. Comment tu te sers du double ISO natif pour obtenir ce type d'image? Alors ouais, clairement, en fait, le projet On Contrast, j'avais décidé de le faire 100% la nuit pour tester justement les capacités low light, basse lumière du S1, voir ce qu'il avait dans le ventre. Je savais que déjà en full frame ça aiderait beaucoup, mais je ne connaissais pas encore la technologie Dual ISO amenée par Lumix récemment. Et j'ai vraiment pas été déçu parce que quand j'ai commencé à dérusher les premières fois, chaque soir je regardais bien sûr mes rushs. Quand j'ai commencé à voir qu'à 6004 ça bruitait pas, à 8000 ça bruitait pas, et ensuite j'ai poussé jusqu'à 12800 ISO. Le plan du bateau que vous voyez dans la vidéo, c'est 12800 ISO, et donc il n'y a pas de denoise, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien du tout. C'est vraiment des performances exceptionnelles pour du basse lumière, et ça vous permet donc justement de faire ce genre de vidéo là, ce genre de vidéo run and gun que moi j'adore. C'est-à-dire qu'on prend simplement le boîtier, quelques objets, un sac à dos avec éventuellement un trépied ou un slider, et ensuite on va shooter et on profite simplement des lumières ambiantes, et on ne rajoute pas de lumière en post-prod, on ne rajoute pas de lumière au tournage, et voilà, donc il en faut dans le ventre en termes de ISO, et franchement le Lumix S1 et comme toute la gamme Lumix S, parce que c'est la même technologie, en ont vraiment dans le ventre à ce niveau-là, ouais. Merci Romain. La deuxième fonction dont Romain d'ailleurs se sert beaucoup, c'est le profil Vlog. Le profil du Vlog, c'est un moyen pour vous d'avoir une post-production qui va être bien plus libre, et surtout en termes de plage colorimétrique, car c'est un profil qui va vous permettre d'exploiter toute la dynamique de votre capteur. Pour vous expliquer plus en détail comment ce profil fonctionne, je vous laisse avec Laurent et vous dis à tout de suite. Alors oui Mathilde, qu'est-ce que le V-Log? Et plus généralement, qu'est-ce qu'une image log? Oui, parce que le V, en fait, vient de Varicam, qui est le nom des caméras de cinéma de chez Panasonic. Chaque marque a ses dénominations, mais dans tous les cas, une image log, le principe reste le même. Le log, en fait, c'est un profil d'image. C'est un profil d'image qui est conçu pour faire de l'étalonnage, de la post-production. Une image log, c'est pas très joli parce que c'est une image qui est complètement désaturée, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais des noirs bouchés, vous n'aurez jamais des blancs brûlés, vous allez avoir une image qui est même plutôt fade à regarder. Une image log, ça ressemble à ça. C'est pas très joli, hein. Mais l'intérêt, c'est que dans cette image log, vous allez avoir un maximum d'informations qui vont vous permettre de faire de l'étalonnage et donc de rendre une image qui ressemblerait à ça, par exemple, ou bien à ça, ou à ça. Ça laisse énormément de possibilités. Et l'autre intérêt, c'est que ça permet d'avoir un maximum de dynamique dans l'image. Pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble une image après étalonnage, fait par quelqu'un qui connaît très bien le monde de l'étalonnage, voilà quelques exemples d'images. Vous voyez la différence, c'est quand même assez impressionnant ce qu'on est capable de faire avec une image log. Encore une fois, c'est la richesse d'informations de ce type de fichier qui vous permet de faire ce genre d'image. Vous auriez un profil préétabli intégré au boîtier, vous ne pourriez pas accéder à ça. On est d'accord que ces images sont magnifiques. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que le log, c'est un petit peu comme le RAW de la photo, mais adapté à la vidéo. Mais attention, hein, ça n'est pas du RAW. D'ailleurs, quelle est la différence avec du vrai RAW vidéo? Première différence majeure, le RAW est un format qui est non compressé. C'est-à-dire qu'on n'a aucune perte d'information en termes de définition, en termes de piqué, en termes d'information couleur. On ne perd absolument pas d'information. À côté de ça, ça veut dire aussi qu'on ne travaille pas sur le même espace colorimétrique. Sur les boîtiers Lumix, quand vous êtes en log, vous êtes soit en 8, soit en 10 bits. C'est-à-dire que vous utilisez un espace couleur qui représente 16 millions de couleurs pour le 8 bits et un peu plus d'1 milliard de couleurs pour le 10 bits, ce qui fait déjà une plage énorme et qui vous laisse beaucoup de latitude pour l'étalonnage en post-production. En RAW vidéo, sur les boîtiers Lumix, vous êtes en 12 bits. C'est-à-dire que vous travaillez sur plus de 68 milliards de couleurs. Ça vous laisse là aussi une palette de couleurs démentielle pour justement avoir énormément de détails en termes de colorimétrie à l'étalonnage, donc à la post-production. Attention par contre, ça veut dire aussi que ces formats étant non compressés sont beaucoup plus lourds.
Un exemple, quand vous allez filmer en 10 bits sur du Vlog à 200 mégabits seconde, une carte de 64 Go vous permettra de faire environ 30 minutes de vidéo. Si vous faites du RAW en 12 bits donc, et donc sur plus de 4096 niveaux de chaque couleur, donc plus de 68 milliards de couleurs comme on vient de le voir, sur 64 Go de mémoire, vous ne mettrez qu'à peine 5 minutes de vidéo. Donc attention, c'est beaucoup plus lourd. D'ailleurs, le RAW ne s'enregistre pas sur une carte mémoire, mais sur un enregistreur externe type Atomos Ninja 5, qui via la HDMI va enregistrer sur cet enregistreur avec un disque dur. Merci Laurent. Alors ce profil Vlog est disponible dans de nombreux de nos boîtiers, notamment en micro 4 tiers. En micro 4 tiers, vous allez le retrouver sur le GH5 et le GH5S, nos experts vidéo, mais aussi sur le G9, qui est un boîtier à la fois photo et vidéo, polyvalent. Et puis vous allez retrouver une version un peu plus light sur le G90 et le G100, notre dernier boîtier micro 4 tiers tout juste sorti. Vous allez également retrouver le profil Vlog en version un peu plus poussée sur nos pleins formats, sur le S5, le S1 et évidemment le S1H. Alors pour vous montrer tout ce qu'il est possible d'obtenir avec ce profil, je vous laisse découvrir une autre vidéo tournée par Romain Sarret, réalisée en Islande avec le S1. Romain, on vient de découvrir ta vidéo tournée en Islande avec le Vlog notamment. Comment tu arrives à obtenir ce type d'image avec ce profil? Comment tu t'en sers? Alors le profil Vlog, le profil d'image Vlog est effectivement le profil d'image que je préfère, car c'est celui qui offre la plus grande latitude au niveau de la post-production, au niveau des couleurs. Donc c'est celui qui va vous sortir une image qui est grise, qui est désaturée, qui est décontrastée, et qui va vous permettre au niveau du color grading, donc de l'étalonnage des couleurs, d'avoir la plus grande liberté possible. Mais surtout, et c'est très important, il faut savoir que ce profil d'image-là va vous permettre de tirer toute la quintessence de votre boîtier, et donc notamment du capteur. C'est celui qui vous permettra d'avoir vraiment le plus grand nombre de stops donc au niveau de la dynamique de votre capteur. Et donc c'est celui qu'il faudra utiliser vraiment si vous voulez faire une image vraiment professionnelle. Par contre, évidemment, il faudra des bases au niveau de l'étalonnage, il faudra avoir un niveau, on va dire, intermédiaire ou voire débutant intermédiaire pour savoir ce qu'on fait un minimum, comment contraster, comment récupérer des basses lumières, des hautes lumières, etc. Après, il faut bien l'exposer également. Et puis surtout, c'est important de comprendre qu'il faut l'enregistrer en 4:2 10 bits. Parce que si vous cherchez le plus grand nombre d'informations avec ce profil d'image, il faut savoir qu'en 4:2 8 bits, vous allez être limité en nombre d'informations, et notamment donc en nombre d'informations de couleurs. Donc si vous cherchez à les récupérer en post-production et au niveau de l'étalonnage, il va falloir que ces informations soient enregistrées. Donc il vous faudra utiliser le 4:2 10 bits lorsque vous utilisez le Vlog, et ensuite vous pourrez vraiment vous éclater en étalonnage et donc au niveau du color grading, et d'avoir une image la plus belle possible avec votre boîtier.
Merci Romain. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons découvert ensemble des technologies propres à Lumix, à la fois en micro 4 tiers et en plein format. Surtout si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux. Sur Instagram, vous pouvez nous contacter sur le compte Lumix France, Panasonic France sur Facebook. Et puis, il me reste à remercier Olivier. Merci Olivier d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt. Bah merci à vous, hein. Puis du coup je repars avec ça parce que le S5 je l'adore. Ok, allez, ciao. Romain, merci également pour tes réponses et on te dit à bientôt également. Merci à toi Mathilde, merci à tous et puis à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt dans une nouvelle Rec Session. En attendant, prenez soin de vous. On vous souhaite une belle journée. Faites des images et à bientôt.